Bonjour chers amis de Focus Santé, nous sommes là aujourd'hui pour vous parler de l'automédication. C'est un acte que plusieurs personnes posent avant de se retrouver à l'hôpital avec d'énormes risques. Sur ce plateau, je ne suis pas seule, mais nous nous retrouvons tout juste après le jingle pour mieux en parler. Je l'annonçais au début de cette émission, beaucoup de personnes, il est d'ailleurs très courant pour se soigner d'utiliser des médicaments que l'on a déjà chez soi ou ceux vendus sans ordonnance en pharmacie, ce qui pourrait causer d'énormes problèmes de santé, ce que beaucoup ignorent. Alors pour en parler sur ce plateau, je suis avec le docteur Dossou Yovo Herbert, il n'est plus à présenter, c'est un habitué de notre plateau, il est tout le temps avec nous sur Focus Santé. Bonjour docteur. Bonjour madame. Alors docteur, aujourd'hui nous parlons de l'automédication. L'automédication, déjà, comment est-ce qu'on peut définir l'automédication? Ok, merci madame. D'abord, je tiens à saluer les téléspectateurs pour leur fidélité à la chaîne. Et car sans téléspectateurs, il ne peut pas y avoir d'émission. C'est ça. Donc, l'automédication, comme on le dit, c'est l'utilisation personnelle des médicaments sans une prescription médicale. C'est-à-dire que quand la personne soi-même va soit à la pharmacie et dit qu'il veut acheter tel médicament, ou comme vous l'avez dit, il prend dans ces médicaments qui de réserve, on constitue une boîte une pharmacie à la maison et quand on a quelque chose, on prend sans une prescription médicale. C'est tout cela qu'on met dans l'automédication. Mais est-ce que je dois comprendre par là, ou les téléspectateurs doivent également comprendre par là, que lorsque nous avons un simple mal de tête et que nous décidons de prendre du Doliprane ou du paracétamol, c'est d'office de l'automédication? Oui. C'est de l'automédication parce que l'exemple que vous voulez donner c'est un très bon exemple. La personne qui a des maux de tête, ça ne veut pas forcément dire... Le maux de tête, c'est un signe. Et on veut calmer le signe. Donc, on ne peut pas traiter seulement un signe. Il faut aller à l'hôpital. Et en fonction de ce signe, les autres signes que vous n'aviez pas mis en exergue, le médecin va poser des questions, va les rattacher l'un à l'autre pour pouvoir dire, voilà, vous souffrez de tel mal, et va vous prescrire le médicament ou tel mal. Et vous prescrivez le médicament. Docteur, dites-nous, est-ce qu'il y a des chiffres par rapport à l'automédication au Bénin? Au Bénin, on ne peut pas, il n'y a pas tellement d'études qui sont réalisées sur l'automédication au Bénin. Mais on sait qu'en l'Occident, en France par exemple, cela occupe au moins 11% de l'utilisation des personnes. C'est pas petit, c'est énorme. Mais quand vous voyez au Bénin, il y a le fait déjà de notre difficulté financière qui fait qu'on ne va pas directement à l'hôpital c'est quand le mal ne devient pas, on ne voit pas la mort devant, on ne dit pas qu'il faut aller voir le médecin. Soit on a déjà pris des médicaments traditionnels pour essayer de gérer endiguer le mal, ça ne passe pas. On va maintenant au niveau de la pharmacie, on dit au pharmacien, voilà, c'est ce que je veux prendre. Voilà ce dont ce que je veux, tel médicament. Lui aussi, il met ses médicaments et quand ça ne marche pas, c'est un dernier recours maintenant qu'on vient à l'hôpital. Et en ce moment, on dépense encore plus. Oubliant bien sûr que nous n'avons pas tous le même type d'organisme. Voilà. Vous avez bien raison, parce qu'effectivement, chaque organisme avait sa particularité, chaque personne avait sa particularité. Ce n'est pas parce que la personne, aujourd'hui, il fait la fièvre et on lui a donné tel médicament, telle molécule pour pouvoir régler son problème de fièvre, que demain, quand les problèmes de fièvre vont revenir, il va prendre les mêmes médicaments et aura les mêmes résultats. Donc ça dépend du type de pathologie qui est en dessous. Alors, toujours en parlant de l'automédication, docteur, dites-nous, est-ce qu'il y a des causes? Il y a des causes. Alors, la première cause, c'est le manque de moyens financiers. La pauvreté? La pauvreté. Et je remercie le président Talon avec son gouvernement pour l'initiative qu'ils sont en train de mettre en place pour une assurance maladie pour tout le monde. Ça va permettre à la population de se déplacer et de venir à l'hôpital dès qu'ils ont mal. Parce qu'on voit l'effet
des personnes qui doivent payer l'intégralité de leurs soins et ceux qui ont une prise en charge, soit des compagnies d'assurance, on voit quand eux tombent malades rapidement, ils viennent à l'hôpital. Ils viennent pour se dire j'ai tel malade, j'ai tel malade. Oui, mais malgré ça, nous constatons malheureusement que ça prend de l'ampleur, cette pratique, c'est-à-dire l'automédication prend de l'ampleur malgré tout ce que le gouvernement fait pour aider la population à mieux satisfaire les prises de médicaments et autres. Nous constatons que ça prend de l'ampleur en fait. Ça prend de l'ampleur parce qu'ils ont toujours une quote-part à payer. Le malade, même s'il a une prise en charge, il vient à l'hôpital, il a une quote-part à payer. Et s'il a déjà du mal à s'alimenter chez lui, vous voyez que il ne prend pas sa santé comme une priorité et après, ça devient tard. Et en ce moment-là, il n'arrive plus à gérer. Alors, d'accord. Docteur, dites-nous, alors, quels sont les risques de cette pratique? Les risques sont énormes. Vous pouvez nous en citer quelques-uns? Oui, il y a le fait du surdosage. Le surdosage, c'est qu'on prend le médicament au-delà de la dose prescrite non réglementaire pour un individu. Par exemple, on va dire qu'on a des maux de tête, on va prendre du paracétamol. Au lieu de prendre 500 mg de paracétamol, vu que le mal persiste, on en prend jusqu'à 3, 4 et on finit la plaquette. Voilà, et ça va créer des problèmes au niveau du foie. Il y a le sous-dosage également, parce qu'on aura peur, au lieu de prendre 1 et 2 comprimés, on va prendre un comprimé pour dire comme c'est moi même là, je vais prendre un comprimé et ça n'aura pas l'effet que cela doit avoir. Il y a aussi le fait qu'on prenne un autre médicament à la place d'un autre parce que vous souffrez d'un mal, mais ce n'est pas le meilleur médicament que vous êtes en train de prendre en faisant votre automédication et ça va vous créer d'autres problèmes au niveau de l'organisme. Ça peut entraîner une insuffisance rénale ou même la mort parce que vous ne savez pas quel médicament vous prenez. Surtout que vous n'avez plus les boîtes de médicaments et que vous les prenez seulement, vous prenez seulement la plaquette ou les comprimés qui sont mélangés, vous pouvez prendre un médicament à la place d'un autre et cela va entraîner. Alors nous avons le surdosage, nous avons le sous-dosage. Voilà, allez-y. Nous avons la mauvaise utilisation du médicament. La mauvaise utilisation, qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Ça veut dire qu'on a la fièvre par exemple et on prend des médicaments pour les maux de tête, pensant que la fièvre va baisser. Que la fièvre va baisser, alors que ce n'est pas le cas. Très souvent, on a l'habitude de voir les malades, quand ils viennent à l'hôpital, tu demandes qu'est-ce que vous avez déjà pris, ils disent j'ai pris du paracétamol, j'ai pris de l'amoxicilline. L'amoxicilline n'a rien à voir avec... L'amoxicilline, si je ne me trompe, c'est un antibiotique. Un antibiotique. Donc, on mélange l'antibiotique avec des antalgiques, pensant qu'on on est en train de se traiter. Et quand tu poses la question, on va dire, oh non, c'est comme ça que je fais, j'ai l'habitude de prendre des antibiotiques. Et ça, je me sens mieux aussi. Je me sens mieux. Parce que ce n'est pas pour la raison pour laquelle vous devez prendre le médicament que vous l'avez pris. Et il y a ces fausses prescriptions qu'on se fait. Il y a aussi le fait que la résistance aux antibiotiques. Parce que la personne qui a l'habitude de faire l'automédication, il a l'habitude, quand il a des maux de tête, il va prendre des antibiotiques. Si. Il a la fièvre, il va prendre des antibiotiques. Au moment où il viendra à l'hôpital, et que ce sera le cas de lui mettre un antibiotique, on va mettre et ça ne marchera pas. On sera obligé de lui mettre des antibiotiques qui sont très chers pour pouvoir endiguer un mal qu'on pouvait endiguer avec un médicament qui n'est pas du tout cher. Mais c'est parce que lui-même, il a tellement pris les médicaments qu'il a développer cette résistance aux antibiotiques. Et même il y a des gens qui vont dire je ne dors pas, et qui prennent des somnifères, ils se droguent en pensant qu'en prenant ces somnifères, ça va régler le problème, mais ce n'est pas du tout normal. Tout ça aussi, ce n'est pas la solution. Est-ce qu'il y a une manière pour prévenir tout cela? La meilleure manière, c'est l'assurance maladie. Ça permet de mettre tout le monde à l'abri. Et pour ceux qui n'arrivent pas à avoir l'assurance maladie, est-ce qu'il faut se rendre directement à l'hôpital lorsqu'on a un simple mal de tête? Quand vous parlez de simple mal de tête là, ce n'est pas simple. Parce que ce mal de tête, il peut avoir... Peut-être la personne a une forme de... En termes vulgaires, un cancer au niveau cérébral. Et ça va se manifester, par exemple, par des maux de tête. Il va prendre ces paracétamol chaque fois et il n'aura pas gain de cause. Vous voyez? Donc l'idéal, c'est d'aller à l'hôpital. C'est vrai, nous-mêmes, on conseille aussi parfois que si vous prenez pour les maux de tête, par exemple, vous prenez le paracétamol, 1 ou 2 comprimés, ça ne passe pas, allez à l'hôpital. Mais docteur, moi j'ai une question que je m'en vais vous poser. Oui. Quand on dit j'ai mal à la tête, qu'est-ce qui fait concrètement mal?
Ça dépend c'est beaucoup de choses. C'est la douleur. Quand je dis c'est la douleur qui s'extériorise comme ça. J'ai mal à la tête et que je ressens la douleur au front. Oui. Est-ce que c'est mon front qui fait mal ou bien il y a des muqueuses là qui me font mal? Je ne sais vraiment pas. Non, moi j'ai bien envie de comprendre. C'est la typologie de la douleur. La douleur peut se manifester à différents endroits et cela exprime différents types de pathologies que vous pouvez avoir. La personne qui dit qu'il a mal au niveau de la face ou au niveau des joues, par exemple, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose que la personne qui dit qu'il a mal au niveau de la tête, de la nuque, ou la personne qui dit qu'il a mal au niveau de l'hémicrâne. Ça n'a pas la même signification. La personne qui dit qu'il a mal au niveau des yeux, ça n'a pas la même expression pathologique que de dire j'ai mal et on prend n'importe quel médicament. Est-ce que la baisse de tension ou la montée de tension pourrait créer des maux de tête? Une variation de la tension artérielle peut donner des maux de tête. Le stress? Le stress aussi peut donner des maux de tête. Le fait qu'on a l'habitude d'utiliser des verres médicaux, et ce que vous avez, qui sont déjà périmés ou qui ne répondent plus, ça donne des maux de tête. Normalement, les verres, nous devons les utiliser pendant combien de temps avant de rechanger? Normalement, maximum c'est 2 ans. Maximum c'est 2 ans. Maximum c'est 2 ans. Pour une autre. Alors, il y a parfois, vous nous prescrivez des ordonnances et lorsque nous achetons ces produits-là, nous retournons parfois à l'hôpital, à la pharmacie avec ces mêmes ordonnances-là, juste parce que le pharmacien n'a pas eu la présence d'esprit d'écrit payé déjà sur l'ordonnance et nous repartons avec l'ordonnance en question pour repayer les mêmes produits. Est-ce que là, vu que c'est déjà prescrit par le médecin et on veut juste renouveler le médicament, est-ce que c'est dangereux? Si le médecin, lui, n'a pas écrit sur l'ordonnance que l'ordonnance est renouvelable, on ne doit pas renouveler l'ordonnance qui a été faite pour la clinique. Donc si c'est à renouveler, donc vous mettez renouvelable. Le médecin doit prendre la peine d'écrire renouvelable sur l'ordonnance. Mais on ne le voit pas toujours. Sur le médicament qui doit être renouvelé. Dans tous les cas, il y a des mesures qu'ils ont prises. Actuellement, on ne peut plus aller à la pharmacie et acheter des antibiotiques sans une ordonnance. Parce que nous avons constaté qu'il y a beaucoup de résistance aux antibiotiques dans le pays, ce qui fait qu'il y a eu ces mesures qui ont été prises. Il y a des médicaments que les gens utilisent pour se droguer, comme les tramadol, et ce qui fait qu'il y a certaines prescriptions maintenant qu'un pharmacien ne peut servir sans avoir une ordonnance médicale. Et ça, même pour les somnifères, consoles, c'est réglementé maintenant, ce qui limite un peu la pratique de l'automédication dans ces domaines. Mais il faut signaler aussi quand même qu'il y a des médicaments qui sont du domaine public, qu'on peut vendre sans ordonnance, comme les paracétamol, les médicaments. Sans poser de questions à l'intéressé. À l'intéressé, oui, on peut bien des vitamines. Docteur, d'accord, dites-nous, est-ce qu'on devait parler de quelques facteurs favorisants? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Ça revient toujours en première ligne, c'est le manque de moyens financiers qui fait qu'on se dit, le fait d'aller voir le médecin, payer la consultation, il faut payer la consultation lorsque vous allez à l'hôpital. Après la consultation, il faut faire des examens. Après les examens, c'est là, mais il faut interpréter ce qui vous arrive. Il faut vous garder en hospitalisation pendant un bon moment. Tout ça, beaucoup de personnes craignent ça, effectivement. Alors vous, en tant que médecin spécialiste et tout, est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé face à une telle situation, c'est-à-dire qui a fait l'automédication et qui est arrivé dans un état vraiment critique? Oui, c'est tous les jours qu'on reçoit ce genre de cas. Ah bon? C'est tous les jours qu'on reçoit ce genre de cas. Et généralement, comment est-ce que vous les prenez en charge? Eh bien, on est obligé d'aller à un palier plus élevé que ce qu'ils ont déjà pris. Donc, parce que si là, il y a plus même temps, ou bien vous faites d'abord des analyses? Non, on fait la consultation, on fait les examens, on fait tout et on a le diagnostic, on pose le diagnostic maintenant et en fonction des médicaments que la personne a déjà utilisés, ça ne sert plus à rien de lui donner les mêmes médicaments ou à la même dose si la personne l'avait prise à une dose inférieure. Là, peut-être on peut augmenter la dose ou on change carrément de molécule pour pouvoir réellement prendre en charge cette personne. Sinon,
on ne peut pas s'en sortir avec parce qu'il a déjà pris les médicaments plusieurs fois et ça n'a pas donné gain de cause. Il n'a pas eu gain de cause. C'est pour ça qu'il est venu à l'hôpital. Et donc, il faudrait prendre le temps en ce moment de faire le diagnostic et de poser le bon diagnostic, mettre le bon traitement pour que cette personne... Et si l'intéressé venait inconscient? Oui, dans tous les cas, on ne vient pas à l'hôpital tous les jours en étant conscient. Non, je suppose, quand je dis inconscient, c'est-à-dire c'est la famille qui l'emmène, on dit « docteur, aidez-nous, on ne sait pas ce qu'il arrive, il est inconscient, la famille n'est pas au courant qu'il a déjà fait du surdosage. » C'est pour ça qu'on a appris la médecine. C'est pour savoir identifier. Identifier parce que même la personne qui ne parle pas, il y a des signes qu'on peut avoir. On prend les paramètres vitaux, le fait de prendre la tension, de prendre la température, de prendre sa saturation, le pouls. Toutes ces informations nous permettent d'évoluer. De les examiner, ça nous permet d'avoir au moins une petite idée de ce qui se passe et de poser les premiers gestes d'urgence pour lui permettre de pouvoir revenir vers nous et en ce moment on demande aussi, on pose la question aux parents, est-ce qu'ils souffraient d'une telle pathologie avant, est-ce que ces antécédents, ça nous permet de nous orienter parce que quand je prends l'exemple de quelqu'un qui fait un coma diabétique, acidocétosique, il ne vient pas, c'est-à-dire qu'il y a une augmentation, une élévation anormale du glucose, du sucre dans son organisme, il peut tomber dans un coma, il ne va pas parler, mais quand il vient avec même l'haleine que cette personne dégage, on fait la glycémie, on voit et en même temps on sait déjà... Avec l'haleine, vous arrivez déjà à avoir une idée de ce qui se passe ou quelqu'un qui a pris de l'alcool et qui tombe dans les vapes, on peut, avec son haleine ou les circonstances de sa découverte, poser les premiers actes pour pouvoir le sauver avant de pouvoir prendre le temps après de faire l'examen comme cela se doit et d'identifier les autres causes et de les prendre en charge. Alors, est-ce que pour pratiquer l'automédication sans risque, il est conseillé de parler directement au pharmacien sans voir le médecin? Ce n'est pas conseillé. Les pharmaciens ont la possibilité ils ont de conseils. Donc, quand vous posez vos problèmes, ils peuvent vous conseiller par rapport à certains trucs pour dire il faut prendre ceci d'abord pour voir. Si ça ne répond pas, alors allez à l'hôpital. Mais le piège qui nous guette parfois le pharmacien lui-même n'est pas devant son comptoir. Et ce sont les auxiliaires qui sont là, qui n'ont aucune notion de la médecine, mais qui se transforment en pharmaciens, en médecins et qui font des... En parlant d'auxiliaires, ce mot que vous venez de prononcer, là, les auxiliaires en pharmacie, mais quoi là, oui. Ceux qui passent souvent dans les bureaux, qui vous proposent les médicaments, là, quand de nouveaux produits sortent là. Ce sont les délégués médicaux. Les délégués médicaux, oui. Voilà. Est-ce qu'on peut se rapprocher d'eux aussi? Non. Est-ce qu'ils ne sont pas des médecins? Non, ils ne sont pas des médecins. N'importe qui peut aller faire cette formation. Leur rôle? C'est des vendeurs. Ils sont là, ils ont appris à vendre des médicaments pour telle pathologie. Les firmes pharmaceutiques, quand ils fabriquent leurs produits, ils disent voilà, tel produit est destiné pour traiter tel mal. Mais le médecin ne connaît pas toutes les spécialités qui existent. Donc, eux, ils viennent pour pouvoir nous faire vendre, nous dire, voilà, c'est la même molécule qui est utilisée sous tel nom, et donc je vous propose d'utiliser cette molécule parce que c'est ça, c'est ce qu'ils viennent nous faire, nous démarcher pour qu'on puisse prescrire leurs produits, pour que les produits puissent sortir, pour qu'ils puissent vendre. Ils sont des vendeurs, ils ne sont pas des médecins. Ah, d'accord. Merci beaucoup, docteur, pour tout ce que vous venez de nous donner comme éclairage. Alors, si on doit parler des solutions pour éradiquer ces phénomènes, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce sera difficile d'éradiquer l'automédication. Pourquoi? Parce que l'homme est fait comme ça. Et quand il a des petits trucs là, il se dit, moi-même, je peux me gérer d'abord, pensant que sa santé est une affaire banale qui peut s'amuser avec. Mais on peut réduire au maximum pour dire que quand le malade il prend, par exemple, en faisant des sensibilisations. Des sensibilisations, quand il a des maux de tête, il a la fièvre, quand il prend du paracétamol et que ça ne passe pas, la meilleure des choses à faire, c'est d'aller à l'hôpital et non de persister à continuer à prendre cette même molécule qui peut-être n'est pas la meilleure molécule pour traiter ce dont il souffre. Alors, d'accord, docteur, nous allons revenir tout à l'heure sur ce plateau, juste après le jingle, pour les plus de conseils.
Chers amis téléspectateurs, aujourd'hui nous avons décidé de parler de l'automédication. C'est un phénomène qui court nos rues, dans nos maisons, ce que beaucoup de personnes font parce que lorsque nous avons un simple petit bobo, nous décidons de prendre simplement un médicament pour essayer de soulager ce que nous ressentons comme douleur. Et tout au long de cette émission, nous en avons parlé avec un spécialiste, avec le docteur Ebedou Souyovo. Alors docteur, si vous avez d'autres conseils à donner à nos téléspectateurs qui nous suivent ou qui nous ont suivis tout le long de cette émission, qu'est-ce que vous leur direz en tant que spécialiste? En tant que spécialiste, je ne leur dirai pas beaucoup de choses. Je leur dirai juste deux choses. La première des choses, si vous sentez que vous avez tel mal, essayez au maximum d'aller consulter un médecin. La consultation, ça ne coûte pas cher. Et ça vous permet de... C'est à peu près combien? Oh, ça dépend de la structure, du centre. Il y a des consultations qui se font à 500, il y a des consultations qui se font à 10 000, à 15 000. C'est en fonction. Mais il faut forcément voir un professionnel de la santé pour qu'il puisse réellement vous dire de quoi vous souffrez. Et là, il va vous mettre les médicaments qu'il faut. Et ça sera moins cher pour vous que de dire vous traitez vous-même. Parce que, comme on le dit, le moins cher est toujours cher. Le moins cher est toujours cher. Le docteur vient de le dire, le moins cher est toujours cher. Ne blaguez pas avec votre santé. Lorsque vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, allez tout droit à l'hôpital vers un spécialiste afin de vous prendre en charge. Cela pourrait vous éviter beaucoup de maladies et de contraintes. Merci à vous de nous avoir éclairés sur ce plateau. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, aux fidèles téléspectateurs de Focus Santé. Nous nous retrouvons très prochainement pour parler d'un autre sujet que vous allez sûrement aimer. Bonsoir chez vous.